Merci beaucoup. Donc, je me joins aux remerciements aux organisateurs et aux organisateurs de ce colloque. Et je les remercie pour cette invitation. Alors, la paternité est susceptible d'être empêchée sous différents angles que je vais rapidement brosser. D'abord, elle peut être empêchée d'advenir, de se réaliser. Donc là, c'est le désir de paternité qui se trouve empêché de s'accomplir. La paternité peut être empêchée d'être instituée juridiquement, donc un lien de paternité existe, mais il ne peut recevoir une consécration juridique. Et la paternité peut enfin être empêchée de s'exercer, c'est-à-dire que cette fois-ci, elle est bel et bien établie juridiquement, mais pour des raisons diverses et variées, le père est empêché de jouer son rôle, d'exercer cette paternité. Donc ces trois dimensions s'inscrivent peu ou prou dans un schéma chronologique, désirer être père, être reconnu juridiquement comme tel, et puis pouvoir se comporter comme tel. Alors comme il faut faire des choix et que cette intervention s'inscrit dans une matinée consacrée à l'accès à la paternité, je ne traiterai pas cette troisième dimension de la capacité, la possibilité d'exercer la paternité, qui peut être empêchée par de multiples circonstances, à commencer par un conflit avec l'autre parent ou la maladie du père qui se trouve dans le coma ou je ne sais pas quoi. Je passerai très rapidement également sur la première dimension, à savoir le désir de paternité empêché de se réaliser. Les raisons sont nombreuses. Il y a beaucoup de circonstances qui sont des obstacles à la réalisation d'un désir de paternité, obstacles biologiques comme l'infertilité, un âge trop avancé ou même carrément le décès, des obstacles psychologiques, l'incapacité à franchir le cap pour des raisons diverses, un obstacle social, tout simplement le fait de ne pas avoir de femme susceptible d'être la mère pour partager le projet. Mais bon, ces obstacles à la réalisation d'un désir de paternité ne sont pas, à mon sens, à proprement parler des obstacles juridiques. Il est certes fréquent d'entendre que la prohibition par la loi française de la GPA, pardon, mais c'est le terme législatif, donc je l'emploie voilà. Mais je comprends tout à fait la réserve, mais il faudrait suggérer au législateur de modifier le Code civil. Donc que la prohibition de la gestation pour autrui empêcherait des hommes seuls ou en couple d'être pères. Mais en fait, aucune loi n'empêche qui que ce soit d'être parent, père ou mère, pas même la loi qui prohibe la gestation pour autrui. C'est une prestation, certes, la gestation pour autrui qui est prohibée, mais non le fait d'être père. Il en va de même, par exemple, des conditions d'âge qui sont fixées dans le cadre de la PMA. La loi n'interdit pas aux hommes âgés d'être pères sous prétexte qu'il y a une limite d'âge à la PMA. Ce qui empêche les hommes âgés d'être pères, c'est pas la loi, c'est leur âge. Pareil pour le décès, etc. Donc la gestation pour autrui, en revanche, recoupe tout à fait mon sujet dans le cas où une paternité post-GPA a été établie à l'étranger et qu'elle se heurte à des obstacles lors de son importation en droit français, mais ce sujet a déjà été traité. Donc je m'en tiendrai à ces obstacles à l'établissement, ces empêchements à l'établissement juridique d'un lien de filiation. Et le sujet est déjà très vaste. Ces obstacles sont nombreux, d'ordre divers, et constituent un ensemble très hétéroclite. On peut regrouper ces obstacles en 5 catégories. Rassurez-vous, je ne vais pas toutes les traiter, puisque beaucoup font l'objet d'interventions distinctes, mais simplement pour avoir un petit peu une vision globale. Donc, les empêchements à l'établissement juridique d'une paternité sont tout d'abord l'existence d'une paternité déjà établie, ensuite l'interdiction légale d'établir cette paternité en cas d'inceste ou de don de gamètes dans le cadre de la procréation médicalement assistée. Cela peut également être l'impossibilité d'identifier l'enfant, donc dans le cas d'un enfant né dont la mère a accouché dans le secret. L'obstacle peut tenir également à l'absence de personnalité juridique de l'enfant, donc qui ne lui permet pas de recevoir une paternité juridiquement instituée. C'est le cas de l'enfant né sans vie, de l'enfant avorté, et puis également de l'embryon in vitro. Et puis enfin, il a été dit aussi que l'obstacle, l'empêchement à la paternité revendiquée peut tenir au sexe biologiquement féminin de l'intéressé, dans le cas d'une femme biologique ayant obtenu la modification de la mention de son sexe à l'état civil. Alors, le droit français aménage déjà, le droit interne aménage des possibilités de dépasser, de lever ces obstacles, ou du moins d'en atténuer la portée,
en tentant de concilier les intérêts en jeu. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu la Cour européenne des droits de l'homme pour que le législateur quand même essaye d'intégrer la revendication des uns et des autres dans un ensemble global. C'est un peu l'objet du droit. Mais ces dispositions de droit interne, que ce soit les empêchements à l'établissement de la paternité comme les solutions qui ont pu être imaginées, sont en passe, il est vrai, d'être dépassées, voire complètement balayées par la déflagration qu'elles subissent et que réalise la généralisation du contrôle de proportionnalité que nous impose la Cour européenne des droits de l'homme et qui conduit les juridictions françaises à passer systématiquement toutes les dispositions du droit français au crible. Bon, alors pour faire simple, de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, mais il pourrait y avoir d'autres dispositions et on pourrait penser également à d'autres instruments internationaux comme notamment la Convention internationale des droits de l'enfant et son article 7 qui pose le droit pour tout enfant dans la mesure du possible de connaître ses parents et d'être élevé par eux. Mais curieusement, ce texte a quand même un impact tout à fait limité et on a l'impression qu'il est là pour faire office de décoration d'un arsenal juridique, mais qu'on ne veut surtout pas qu'il puisse poser des limites aux projets d'enfants des uns et des autres. Et la fois où des jeunes issus de dons de gamètes ont prétendu invoquer ce texte devant les juridictions françaises, ils ont été gentiment éconduits au prétexte qu'étant majeurs, ils ne pouvaient plus l'invoquer. Donc vraiment, bon, passons. Alors, il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, on pourrait dire de façon un petit peu déjà transversale, que l'empêchement d'établir juridiquement une paternité revendiquée est une ingérence dans la vie privée de l'intéressé. Ça, on va dire que c'est acquis, malgré quelques, peut-être, parfois, affirmations de ci, de là, que la seule revendication... Enfin, on peut quand même conclure que l'impossibilité de faire établir une paternité revendiquée, de faire au moins examiner la situation, est une ingérence dans la vie privée. Donc cette ingérence doit être justifiée par un intérêt légitime. En général, l'intérêt légitime est reconnu comme étant la protection des droits et libertés d'autrui, et éventuellement aussi de la morale selon les cas. Reste à savoir si cette ingérence dans la vie privée du père prétendu est nécessaire dans une société démocratique. Et voilà. Et c'est tout l'enjeu justement de l'appréciation qu'on peut cantonner à ce point-là. Alors je commencerai avec l'existence d'une paternité déjà établie, parce que c'est quand même l'obstacle numéro 1 à l'établissement, enfin en tout cas statistiquement, et dans le contentieux, l'obstacle numéro 1 à l'établissement juridique de la paternité revendiquée par le père biologique. Bon, cet empêchement résulte de l'article 320 du Code civil, selon lequel la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait tant qu'elle n'a pas été établie en justice. Donc autrement dit, si un enfant a déjà une filiation paternelle, un père revendiqué fût-il biologique ne peut pas établir sa propre paternité, il doit d'abord contester celle qui existe. On voit donc que l'empêchement est provisoire, puisqu'il est possible de contester la paternité existante et donc de faire tomber l'empêchement à l'établissement de la paternité revendiquée. Alors, l'empêchement est durable lorsque la paternité existante n'est pas contestable. Et la raison numéro 1 pour laquelle elle n'est pas contestable, c'est l'expiration des délais pour introduire une action en contestation. Les délais varient selon la situation de l'enfant, selon que l'enfant a un titre, conforté ou non par la possession d'État. Je vous les épargne parce que, quel que soit le délai, eh bien, les juges sont désormais invités à vérifier que le délai, quand bien même il serait en théorie justifié par la poursuite d'un objectif légitime, eh bien, ne porte pas, dans tel cas précis, une atteinte à la vie privée du père revendiqué, non justifiée parce que disproportionnée. Alors, comment est-ce qu'on apprécie la disproportion ? Eh bien, c'est au regard de la situation dans son ensemble, donc au regard des circonstances particulières et des différents intérêts en cause. Donc, en ce qui concerne l'enfant, la Cour européenne des droits de l'homme est très claire. Elle déduit du droit à la vie privée un droit à l'identité qui comporte le droit de connaître et faire reconnaître son ascendance. Bon, et ce droit ne disparaît pas avec l'âge.
Et donc, il peut être revendiqué par un enfant, entre guillemets, y compris devenu adulte. Alors, est-ce qu'il existe un équivalent pour le père, c'est-à-dire un droit qui découlerait de sa vie privée, un droit de connaître et faire reconnaître sa descendance, cette fois-ci, et non plus son ascendance? Bon, un tel droit n'est pas formulé tel quel, mais il est reconnu dans la mesure où l'impossibilité de contester une paternité établie, sous-entendu pour faire établir la sienne, constitue une ingérence dans la vie privée. Donc, même s'il n'est pas formulé de cette manière, la vie privée du père comporte ce droit, alors je ne sais pas si on peut parler de droit à l'identité, en tout cas le droit de faire reconnaître sa paternité. Donc l'impossibilité de le faire, eh bien, va être justifiée ou injustifiée au regard de la mise en balance des différents intérêts en jeu au vu des circonstances de l'espèce. Donc il ne ressort pas de la jurisprudence des éléments permanents et généralisables, ce n'est qu'un examen circonstancié qui va permettre ensuite de mettre en balance les différents intérêts. Donc par exemple, on peut quand même dégager quelques lignes directrices, hein. Et d'abord, le fait que l'impossibilité totale de pouvoir faire examiner sa prétention à la paternité est toujours une atteinte disproportionnée. Donc le père doit avoir la possibilité de faire valoir son point de vue, à moins, on y reviendra, à moins qu'il y ait des raisons impératives liées à l'intérêt supérieur de l'enfant pour empêcher toute possibilité pour le père de revendiquer sa paternité. Mais le seul fait que l'enfant ait déjà été reconnu par un autre homme ou qu'il ait déjà un père légal plus généralement, sans examiner les circonstances particulières de l'espèce, ne suffit plus à opposer une fin de non-recevoir au père prétendu. Donc un délai rigide, appliqué sans considération des faits particuliers, porte atteinte à la substance même du droit au respect de la vie privée. Alors l'examen des faits doit être circonstancié, ce qui permet notamment de prendre en considération les raisons pour lesquelles le père agit hors délai. Donc s'il n'avait pas été diligent, s'il avait la possibilité d'agir avant parce qu'il était informé notamment de sa paternité biologique et qu'il ne l'a pas fait, alors ces circonstances font partie des éléments à prendre en considération pour apprécier ensuite la balance des intérêts. Et c'est pourquoi il faut analyser les raisons pour lesquelles le père n'a pas agi. Par exemple, tenir compte du fait que ce n'est pas par manque d'intérêt pour l'enfant, mais à la demande de la mère, qu'il a pu s'abstenir d'agir pendant 7 ans, par exemple. Alors, outre l'examen circonstancié des faits, justement, on va mettre ensuite l'intérêt du père, donc concrètement le respect de sa vie privée, en balance avec les autres intérêts. Et les autres intérêts sont essentiellement la préservation de la sécurité juridique et la stabilité des rapports familiaux, et puis, bien sûr, ce principe essentiel selon lequel, chaque fois que la situation d'un enfant est en cause, son intérêt doit primer. Donc l'intérêt de l'enfant qui est premier. Alors, le père peut cependant faire valoir l'intérêt de l'enfant au soutien de son propre intérêt, et notamment lorsque l'intérêt des deux coïncide. Je ne peux pas m'empêcher de citer ici l'arrêt Menson, dont on a déjà parlé rendu en affaire de GPA. Donc, en quelle année? C'était en 2014. Les parents, la Cour affirme que lorsque l'un des parents d'intention est également géniteur de l'enfant, on ne saurait prétendre, donc c'est même pas admissible, on ne peut même pas le prétendre pour voir si c'est bien le cas dans l'espèce. Non, on ne saurait prétendre qu'il est conforme à l'intérêt de l'enfant de le priver d'un lien juridique de cette nature, alors que la réalité biologique de ce lien est établie et que l'enfant et le parent concerné revendiquent sa pleine reconnaissance. Je reviendrai sur cette jurisprudence plus tard. Donc, le père peut invoquer l'intérêt de l'enfant au soutien de son propre intérêt à lui, mais l'intérêt de l'enfant n'est pas toujours, selon les cas, en tout cas n'est pas toujours estimé par les juges comme étant d'avoir sa filiation biologique. Alors certes, la Cour de cassation, la Cour européenne a pu admettre, notamment dans l'arrêt Mandé contre France de 2016, que l'intérêt de l'enfant était d'avoir sa filiation biologique, y compris contre sa propre volonté à lui, alors que lui voulait rester relié à son père légal. Bon, donc on voit que, mais dans d'autres cas, l'intérêt de l'enfant n'est pas systématiquement d'avoir sa filiation biologique, sa filiation paternelle biologique, et donc l'intérêt de l'enfant peut faire échec à l'action du père prétendu.
L'intérêt de l'enfant pourrait être parfois dans le maintien de la paternité existante, afin notamment de ne pas perturber l'équilibre affectif et familial de l'enfant. Et ceci est d'autant plus vrai que l'intérêt de l'enfant va pouvoir faire échec à la contestation de la paternité existante par le père revendiqué, alors même que cette action est exercée dans les délais. Et là, c'est l'exemple qui a été donné, justement, dans une affaire française où le père, le commanditaire d'une GPA, voulait contester la paternité de l'homme qui avait accueilli l'enfant pour établir la sienne propre. Il était parfaitement dans les délais pour le faire, et pourtant, son action a été jugée irrecevable au nom de l'intérêt de l'enfant. Et la Cour européenne des droits de l'homme a été saisie de cette affaire, in fine, et elle a approuvé la décision des juridictions françaises sur le terrain de l'intérêt supérieur de l'enfant. Bon, malgré tout, la France a été condamnée pour durée excessive de la procédure, mais enfin, maigre consolation, si je puis dire, pour le père prétendu, parce que de toute façon, son action était quand même toujours irrecevable. Et d'ailleurs, dans une autre affaire, une affaire anglaise, la Cour européenne des droits de l'homme, la même année, a jugé également que l'intérêt de l'enfant justifiait le maintien de la paternité, cette fois-ci du mari de la mère porteuse. C'est intéressant parce que là, on est dans un cadre de GPA légal en Grande-Bretagne, puisque la GPA était en conformité avec la loi. Alors, je voudrais avancer. Et donc, c'est l'intérêt de l'enfant qui a justifié que le mari de la mère porteuse, qu'en fait, la mère porteuse avait accepté d'être mère porteuse, et puis les relations s'étaient détériorées pendant la grossesse. Finalement, on n'avait pas informé les commanditaires de la naissance de l'enfant, qui avait été déclaré comme enfant de la mère porteuse et du mari. Et là, ensuite, les commanditaires ont obtenu la garde de l'enfant, mais l'enfant a quand même continué à être attaché au mari, qui le recevait également, avec lequel il avait des liens. Et la Cour européenne des droits de l'homme valide la législation britannique, notamment sur le fait que, étant donné qu'il y a de nombreux candidats potentiels à la paternité, la loi a raison quand même de prévoir la possibilité qu'il soit rattaché au mari de la mère porteuse pour éviter que l'enfant en fait, ne se retrouve sans filiation au moment de la naissance, si finalement personne ne veut de lui à ce moment-là. Bon, et on arrive à ce résultat-là. Donc, je vais m'arrêter là pour ce point. Mais on voit déjà ici que l'intérêt de l'enfant, qui est finalement le critère ultime, aujourd'hui, les dispositions internes ont leur intérêt, mais sont un élément parmi d'autres, puisqu'elles doivent être appréciées au regard de la mise en balance des intérêts, et l'intérêt de l'enfant est l'intérêt numéro 1. Bon, mais malheureusement, l'intérêt de l'enfant n'a rien d'une formule magique, et il laisse parfois un goût amer. Comme on le voit, je vous parlais de la décision anglaise, donc je vais terminer avec elle. L'enfant est rattaché à sa mère porteuse et au mari de celle-ci, juridiquement, et pourtant il est élevé de façon habituelle par les deux hommes qui ont commandé sa venue au monde. Et comment est-ce qu'on peut imaginer, comment est-ce qu'on peut sérieusement prétendre que cette situation soit conforme à l'intérêt de l'enfant? Comment est-ce qu'on ne peut pas voir le conflit de loyauté permanent auquel l'enfant est exposé? Alors je ne dis pas qu'il y a une solution miracle, mais c'est vrai que le simple fait d'invoquer l'intérêt de l'enfant pour trancher ne suffit pas à rétablir en réalité concrètement une situation conforme à l'intérêt de l'enfant. Et ça, ce n'est pas un problème qui est spécifique aux affaires issues de GPA. Dans les conflits de paternité classiques, si je puis dire, le résultat est malheureusement souvent le même. Dans une affaire P et N contre France, jugée en 2023 par la Cour européenne des droits de l'homme, celle-ci estime que le refus des juridictions françaises d'accepter la contestation de la paternité existante de l'ancien compagnon de la mère par le père revendiqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée du père, notamment parce qu'elle constate que les juridictions, tout en maintenant la paternité légale existante, ont aménagé progressivement un droit de visite puis d'hébergement en résidence alternée de l'enfant auprès du père biologique. Mais encore une fois, comment est-ce qu'on peut sérieusement prétendre que cette situation serait conforme à l'intérêt de l'enfant qui se retrouve en résidence alternée chez son père biologique, qui n'est pas son père légal, en ayant un père légal par ailleurs? Enfin, voilà, donc l'intérêt de l'enfant n'est pas une formule magique. Et c'est pourquoi on peut quand même, j'y reviendrai en conclusion, mais on voit qu'il est quand même paradoxal de constater dans la jurisprudence une complaisance avec les situations qui suscitent, qui favorisent ce genre de situation inextricable. C'est la complaisance de la jurisprudence vis-à-vis des relations adultères, par exemple, avec les arrêts Glinden, etc. La complaisance de la jurisprudence avec les situations issues de GPA. Et puis ensuite, après, une fois qu'on a une situation inextricable, on brandit l'intérêt de l'enfant. Mais franchement, c'est un peu tard. Il faudrait
sans doute y penser avant, avant de favoriser la multiplication de ces situations inextricables. Elles arriveront toujours, il y en aura toujours. Peut-être que la justice n'a pas besoin de favoriser leur multiplication. Donc j'ai été assez longue sur ce premier point parce qu'en réalité, le raisonnement qui a été ici décrit peut être ensuite décliné dans pratiquement toutes les autres situations. L'interdiction légale d'établir la paternité qui est liée notamment à l'inceste, on pourrait, à nouveau, cette question sera traitée dans une autre intervention, mais là aussi, la mise en balance des intérêts en jeu avec l'intérêt supérieur de l'enfant au-dessus de tous les autres, eh bien, va conduire à apprécier l'interdiction légale de l'établissement du double lien de filiation, justement dans une mise en balance de ces intérêts et au regard des circonstances spéciales précises de l'affaire. Donc je ne vais pas m'attarder sur l'inceste, mais je voudrais dire un mot du cas de la procréation avec donneur et avec donneur de sperme, puisqu'on parle de la paternité. Donc vous savez que la loi française autorise le recours à des donneurs dans le cadre de la PMA, quels que soient les demandeurs, qu'ils soient un couple homme-femme, une femme seule ou un couple de femmes. D'ailleurs, pour les femmes seules et les couples de femmes, le recours à des donneurs est obligatoire, parce qu'il n'y a pas de possibilité de faire autrement. Et dans tous les cas, l'article 342-9 du Code civil est clair, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'enfant et le donneur. Donc tant l'enfant n'a aucune action en recherche de paternité contre le donneur, que le donneur n'a aucune possibilité d'exercer sa paternité. Alors, à ma connaissance, aucun donneur n'a encore agi, en tout cas en France, pour contester l'impossibilité pour lui de reconnaître l'enfant. À ma connaissance, aucune personne issue d'un donneur n'a encore saisi les tribunaux en action en recherche de paternité contre un donneur. En revanche, des personnes issues de dons ont saisi les tribunaux pour avoir accès à l'identité de leur donneur. À l'époque, pour les personnes couvertes par le régime antérieur à la loi de bioéthique de 2021, qui ne prévoyait aucune possibilité de lever l'anonymat à leur profit. Ces personnes ont été éconduites par les juridictions, tant internes que la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, la Cour européenne des droits de l'homme, en dernier lieu dans la décision du 7 septembre 2023, une affaire française, rappelle certes que l'article 8 de la Convention protège un droit à l'identité, à l'épanouissement personnel, que contribue à cet épanouissement l'établissement des détails de son identité d'être humain et l'intérêt vital d'obtenir des informations nécessaires à la découverte de la vérité concernant un aspect important de son identité personnelle. Oui, tout à fait. Bon, enfin bref, donc en gros, la Cour européenne des droits de l'homme rappelle toute sa jurisprudence et elle conclut que la décision du législateur de respecter les situations, de respecter l'anonymat promis aux donneurs, lui permet de conclure qu'elle ne voit pas comment est-ce qu'il aurait pu régler la situation différemment. Alors franchement, j'ai envie de dire que la Cour européenne n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, parce que pour n'importe quelle autre règle en vigueur, on n'hésite pas à la mettre de côté, justement, dans la mise en balance des intérêts. Et là, ce n'est pas que la personne issue d'un don se heurte à un délai ou quoi que ce soit, c'est qu'il n'y a même pas d'action. Donc on a dit tout à l'heure que l'impossibilité totale pour un homme de revendiquer sa paternité est en soi attentatoire à sa vie privée. Alors que dire de celle de l'enfant ? Donc c'est pourquoi je pense très franchement qu'un jour ou l'autre, l'interdiction légale devra sauter et le cas idéal qui se présentera sera certainement celui d'un enfant issu d'une PMA sans père, donc qui n'aura pas de père légal, qui aura la possibilité de connaître son géniteur sur le lot. Il y en a forcément qui vont développer avec leur géniteur un lien filial. Il se peut même que la mère soit tout à fait d'accord et consentante et s'intègre dans cette famille reconstituée. Et je ne vois pas comment, avec la jurisprudence telle qu'elle résulte aujourd'hui, même aujourd'hui, sans évolution, on pourrait prétendre, en reprenant la jurisprudence Menson, prétendre qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant de voir reconnu ce lien qu'il revendique, que le père biologique revendique, et qui en plus est vécu. Donc cet empêchement-là à la paternité, à mon avis, devrait forcément un jour ou l'autre sauter. Alors, l'absence de personnalité juridique de l'enfant, je suis obligée de passer dessus. On pourra y revenir dans les questions. Je suis à 24 minutes. Non. Si. Bah oui, alors je vais juste conclure. Bah oui, mais il aurait fallu le gérer plus tôt parce que là, nous, excusez-moi, mais... Alors, je suis à 24 minutes 44.
Les empêchements à l'établissement de la paternité prennent en considération une situation globale et ne peuvent pas être envisagés au seul prisme de la revendication du père. Et c'est bien le rôle du droit, justement, d'envisager cette situation globale, parce que les relations juridiques n'envisagent jamais des individus seuls au monde, mais toujours en lien, hein, les uns avec les autres. Et la recherche, le fait de tenir compte des circonstances d'un cas ne me paraît pas illégitime en soi, pour éviter que une recherche d'équilibre qui soit un petit peu que fait la loi et qui soit la même pour tous n'aboutisse dans tel cas précis à une injustice. Cependant, cette appréciation in concreto et des circonstances particulières a besoin d'une boussole, à défaut de quoi elle risque de devenir un rapport de force qui est exactement l'inverse du droit. Et cette boussole, eh bien, j'y vois 3 obstacles aujourd'hui. C'est le contenu de la vie privée qui est défini au fur et à mesure par la Cour européenne des droits de l'homme, autoproclamée compétente en la matière. Je ne peux pas développer. Le deuxième obstacle, c'est le désordre introduit par la loi elle-même, qui valorise la volonté au détriment de la filiation biologique, et puis l'inverse dans la loi d'après, et qui fait qu'en effet, il y a des contradictions dans la loi elle-même qui ne permettent pas de dégager une boussole claire. Et puis la complaisance que j'ai déjà citée de la jurisprudence, avec pour favoriser la multiplication de ces situations inextricables. Donc on a beau jeu ensuite d'invoquer l'intérêt de l'enfant, mais je crains que ça ne reste bien souvent qu'une formule incantatoire. Je vous remercie. 26 minutes.